7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le consultant, professeur et spécialiste du Moyen-Orient, Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, Les voies de la puissance, aux éditions Odile Jacob. Un État a changé de main ce week-end, Frédéric Ancel, ou plutôt il est tombé de celle qui le tenait d'une main de fer depuis un demi-siècle, le clan Assad. On parle évidemment de la Syrie. Le dictateur a quitté le pays après l'offensive fulgurante de plusieurs groupes rebelles qui ont mis l'armée du régime en déroute. Alors tout est allé très vite, à peine 10 jours. Est-ce que c'est la conclusion de 13 années de guerre civile en Syrie, selon vous, Frédéric Ancel, ce qui s'est passé ce week-end ? Alors oui, c'est la conclusion de cela. C'est aussi la conclusion d'un échec dynastique absolument catastrophique, puisque Hafez al-Assad, le père de Bachar, est arrivé au pouvoir en 70 déjà par un coup d'État et il n'a jamais cessé finalement d'exercer une répression, mais également un certain nombre de coups de force, d'occupation au Liban, de mésalliances qui ont conclu à cet isolement et à cette catastrophe. Et puis c'est aussi le résultat de l'écrasement, il n'y a pas d'autre terme, du Hezbollah dans le cadre de sa guerre qu'il a enclenchée lui-même, le 8 octobre 2023 face à Israël, et au cessez-le-feu qui a vu le Hezbollah subir un rapport de force catastrophique. Il faut bien comprendre que Assad avait été littéralement sauvé sur le terrain en pleine guerre civile en 2015, 2016, 2017 par les fantassins, par les soldats du Hezbollah, par des cadres de l'Iran et vous savez à quel point l'Iran aussi a pris des coups très durs par Israël ces derniers mois, et puis par l'aviation russe. Et aujourd'hui, les Russes sont empêtrés littéralement en Ukraine. Donc c'est un peu tout ça, si vous voulez, qui a créé les conditions propices à la chute rapide d'Assad. Oui, puis la force aussi de ce groupe dont le grand public a découvert l'existence, mais qui existe déjà depuis un moment, HTC ou HTS, comme on l'appelle, Hayat Tahrir al-Sham. Qu'est-ce que c'est que ce groupe exactement, Frédéric Ancel ? Alors très clairement, ce sont des islamistes. Ça, c'est les choses là-dessus sont tout à fait claires. Ce sont des djihadistes, des islamistes. Est-ce qu'on peut les caractériser un peu plus précisément ? C'est ça. Alors c'est une mouvance islamiste, bien évidemment, au sein de laquelle vous avez des gens comme Jolani, comme le chef, qui a été très clairement djihadiste. Donc tous les djihadistes sont des islamistes, mais tous les islamistes au monde ne sont pas des djihadistes. Ce sont des gens qui ont voulu non seulement imposer une charia extraordinairement violente, et notamment en Irak ces dernières années, et qui, pour un certain nombre, et vraisemblablement est-ce le cas pour Jolani, se sont tactiquement, je dis bien tactiquement, mués en ce que j'appelle des localistes, c'est-à-dire des gens qui restent des islamistes, qui souhaitent effectivement imposer tout un système de représentation et de lois tirées d'une interprétation politique très dure de l'islam, mais davantage localisée. Et ce seraient des gens, je dis bien, ce seraient des gens qui, aujourd'hui, un peu à la manière des talibans en Afghanistan, ne chercheraient pas à étendre le djihad, mais plutôt à se concentrer sur un seul espace, en l'occurrence, pour l'instant, plutôt l'espace syrien. Alors, on l'a vu ce week-end à la mosquée des Omeyyades, à Damas, en treillis, donc non pas en turban, déployant le récit de l'islamiste raisonnable. Or, il est quand même le fondateur de Jabhat al-Nosra, c'est-à-dire historiquement Al-Qaïda en Syrie. C'était un sanguinaire, cet homme-là. Alors, est-ce que vous croyez sa conversion sincère, ou bien c'est de la taquilla, selon vous, de la dissimulation ? Oui, moi je pense qu'on a affaire à des gens qui, contrairement à ce que j'entends depuis quelques jours, ne sont pas modérés, parce qu'on a affaire à un oxymore. Un islamiste n'est pas modéré. Mais à des gens qui, pour l'instant en tout cas, font œuvre de pragmatisme, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des rapports de force. Certes, ils ont fait s'effondrer un régime vermoulu et littéralement comme un fruit pourri, si vous voulez, en quelques jours. Mais ça ne signifie pas qu'ils constituent d'ores et déjà une véritable puissance très importante. Je rappelle que ils ne disposent aujourd'hui que d'une petite partie du territoire syrien en plein exercice de leur contrôle. Tout le nord-est kurde leur échappe, l'extrême nord leur échappera de toute façon parce que c'est une zone tenue par les Turcs, et pour l'instant en tout cas, la côte alawite ne leur appartient pas. J'ajoute enfin qu'au sud, et notamment au sud-ouest, les Israéliens sont extrêmement vigilants. Ils ont déjà conquis le sommet du Hermon, donc du mont anti-Liban en quelque sorte, pour éviter que cette nouvelle coalition s'approche de leurs frontières. Donc pour l'instant,
je pense, je peux bien sûr me tromper, qu'il joue le pragmatisme pour ne pas effrayer les Occidentaux et une grande partie de la population syrienne elle-même. Alors, les caméras de télévision ont beaucoup montré la joie des Syriens et notamment de ceux qui sont exilés, qui ont dû quitter leur pays parfois depuis plusieurs décennies, de voir tomber le régime de Bachar el-Assad. La question qui se pose, c'est « et maintenant ?» Il y a beaucoup le scénario d'un scénario à l'irakienne, c'est-à-dire d'un éclatement du pays. Est-ce que la Syrie, vous pensez, peut disparaître, parce qu'elle peut se diviser dans ces différentes factions, ces différentes zones géographiques, sous l'effet de ce qui s'est produit ce week-end, Frédéric Ancel? La réponse est oui, parce que un peu comme en Irak, la notion de watan, de nation en arabe, même si elle a été promue quotidiennement depuis 70 par Assad, qui néanmoins faisait la politique d'un clan, le sien, les Alaouites. Donc cette notion d'État-nation, et c'est vrai malheureusement, à mon avis malheureusement, dans l'ensemble du Moyen-Orient et dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne, cette notion d'État-nation est très faible. Autrement dit, sur place, vous faites d'abord prioritairement allégeance, et c'était en particulier vrai en effet en Irak, vous avez raison de citer cet exemple paradigmatique, à votre clan, à votre ensemble de clans, à votre tribu, à votre groupe confessionnel, à votre groupe linguistique comme les Kurdes par exemple. Et donc en Syrie, on a effectivement aujourd'hui une possibilité de voir cette mosaïque éclater. Alors vous me direz, en Irak, l'État existe toujours, mais c'est un État qui est extrêmement divisé, fractionné en effet entre différentes communautés, et on peut voir ce schéma s'imposer en Syrie. Merci beaucoup Frédéric Ancel, avec nous ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les Voix de la puissance, aux éditions Odile Jacob. Bonne journée.